Et dans notre club de lecture, aujourd'hui, 2 plaidoyers pour un futur désirable. Qu'a révélé la pandémie? À quelle révolution appellent les crises en cascade que nous connaissons? 2 livres, 2 penseurs dialoguent ensemble et avec vous pour imaginer les bases d'un futur plus enviable. L'anthropologue Michel Agier, auteur de La peur des autres, essai sur l'indésirable, édité dans la bibliothèque Rivage, auteur précédemment de L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité au seuil et encore de La condition cosmopolite, paru à la découverte. Bonjour Michel Agier. Bonjour Michel Agier. Bonjour. On a les micros qui grincent un peu, on s'ajuste nous en studio pendant que vous êtes avec nous à distance, mais on vous entend très bien, on est ravis de vous avoir avec nous. À mes côtés, le philosophe espagnol Paul B. Preciado, auteur de Dysphoria Mundi chez Grasset, penseur du contemporain rattaché aux études de genre, des politiques sexuelles et du corps. Il réunit une communauté de lecteurs extrêmement fidèles et on va le voir avec vous, Sébastien Thème. Preciado, on l'aime ou on l'aime pas de révolution sans clivage et c'est bon signe. Et aujourd'hui, avec vous, bonjour, Paul B. Preciado, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci avec vous, beaucoup. Sébastien, au sommaire. Eh ben oui, plein de lectrices, j'allais dire des lectrices et des lecteurs, mais non, là il n'y a que des lectrices. Ils nous parleront de votre philosophie, Paul Preciado, et puis on entendra la metteuse en scène Fia Ménard qui a imaginé votre bibliothèque idéale. Alors pourquoi vous a-t-on réunis tous les deux, Paul B. Preciado, Michel Agier? Peur de l'autre, peur de l'ailleurs, mais aussi constat d'un monde fragmenté, dites-vous, Michel Agier, d'un temps qui est hors de ses gonds. Reprenez-vous presque en chœur, Paul B. Preciado, à la manière de Hamlet. Au cœur de ce dialogue aujourd'hui, la question, la notion, la vie de ce qu'on appelle les indésirables, que vous appelez comme tel aussi, Michel Agier, quand l'inconnu devient notre ennemi. La peur de l'autre, est-ce qu'elle est vraiment nouvelle, Michel Agier ? Elle n'est pas nouvelle et elle est même, elle fait partie pratiquement de l'humanité. C'est la peur de l'inconnu. Ça fait partie de ces peurs, de l'ensemble de ces peurs que j'ai essayé un petit peu de cartographier. La peur de la fin du monde, la peur de la mort et puis la peur de l'inconnu, la peur du lendemain. Et donc évidemment, la peur de l'étranger s'inscrit, la peur de celui qui arrive, celle ou celui qui arrive, s'inscrit dans ce cadre. Ce qui est en question, c'est plutôt ce sont les politiques de la peur, c'est-à-dire l'usage de ces peurs, de ces émotions dans le sens d'une fermeture, puisque la réponse aux peurs en général, c'est toujours la fermeture sur soi, le rejet, l'hypersécurité, etc. C'est un petit peu en général toujours ça. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment où le monde se fragmente de plus en plus, comme vous disiez, eh bien cet usage des peurs dans les politiques est pratiquement permanent, quotidien. Paul Preciado, vous nous invitez à la joie, mais vous constatez aussi qu'il y a une peur qui habite l'époque. De quelle couleur est cette peur pour vous ? C'est drôle que vous parlez des couleurs, en fait, évidemment. Parce que ça dépend de quelle couleur nous sommes. En fait, la peur, elle est ailleurs. Et évidemment, la peur, elle a été aussi racialisée pendant la modernité coloniale. Et donc, elle a la couleur qu'elle a aujourd'hui. Mais effectivement, je pense en fait que nous sommes dans un moment des changements des paradigmes, des changements épistémiques et des changements politiques. Et que la peur est en train de se transformer. Il y a une énorme transformation de la peur. Et donc, aussi peut-être en fait l'occasion et la possibilité d'une nouvelle transversale révolutionnaire. Alors on va parler donc de révolution, d'espoir aussi, de futur désirable ensemble, en repartant de ce constat que vous faites l'un et l'autre, d'où ce dialogue des crises en cascade qui nous appellent urgemment à changer. Moi, on commence avec vous, Sébastien Thème, et par connaître peut-être un peu mieux notre invité Paul B. Preciado aujourd'hui. Tout à fait, grâce à un post à retrouver sur la page Instagram de notre émission, 3 de vos livres précédents, donc Testo Junkie, que vous avez publié en 2008, Je suis un monstre qui vous parle en 2019, la version papier d'une sorte de conférence que vous avez donnée devant une assemblée de 3500 psychanalystes. Et en 2019 également, chez Grasset, vous sortez Un appartement sur Uranus avec un sous-titre Pour une nouvelle révolution sexuelle. La révolution est déjà là. Un ensemble de vos chroniques écrites pour Libération entre 2013 et 2018. On va entendre une auditrice lectrice, elle s'appelle Lily, et elle va nous parler de votre philosophie, de votre pensée.
J'ai lu Un appartement sur Uranus et Testo Junkie. Ce sont 2 lectures qui m'ont profondément touchée et bouleversée en tant que personne queer parce que ça m'ouvrait à un monde différent où le genre est différent et je sais que c'est vraiment des lectures qui m'ont bouleversée, même si parfois je comprenais pas entièrement le cheminement de pensée de l'auteur. Cependant, je sais pas, c'est vraiment des livres qui m'ont réconciliée avec la philosophie et ce genre d'écriture qui sont pas forcément, accessibles. Voilà, alors on entendait Lily se définir comme queer. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer comment vous voyez ce mot queer, Paul Preciado? Bah, queer c'est un mot anglais à la base et c'est une injure qui ça veut dire PD, win, mais qui aussi indique une forme de dissidence sexuelle et de genre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans les années 90, en fait, les personnes qui étaient objets de cette injure se sont réappropriées de cette injure pour la transformer en lieu d'action et des revendications politiques. Donc aujourd'hui, queer aussi nomme une esthétique de la dissidence, une politique de la dissidence, donc une forme active, je dirais, en fait, des révolutions du genre et de la sexualité au quotidien. Michel Agier, peut-être, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot? Pour moi, c'est un peu c'est queer et c'est aussi cet autre ouvrage de Paul Preciado, ce monstre qui vous parle, parce que c'est la figure du monstre est très associée justement à la peur et à ce qui vient à la frontière. Avant les ouvrages que vous aviez mentionnés, j'ai organisé avec Mélanie Courarier un numéro de la revue Monde commun qui s'appelle Trans des existences frontalières. Et pour moi, ce mouvement du monde, cette transformation du monde qui se fixe sur les frontières, où on voit bien que tout se joue aux frontières, c'est aussi évidemment les frontières du genre, et tout ce qui est au centre, dans la centralité justement, hétérosexuelle, blanche, masculine, dominante, etc., eh bien considère toutes ces frontières, et on le voit aussi avec les frontières qui concernent les étrangers, comme quelque chose qui est anormal. Et quand je développe mon travail sur les indésirables, finalement, l'indésirable correspond un peu à cette figure de Foucault, qui était les anormaux. Les anormaux nous servent pour nous définir comme normaux. Le malade pour nous définir en bonne santé. L'étranger pour nous définir comme des citoyens, etc., etc. Et donc cette procédure-là, cette épistémologie-là, comme ça vient d'être dit, elle est remise en cause, elle est profondément remise en cause, cette binarité. Aujourd'hui, tout se joue aux frontières. Tout se joue aux La frontières. figure du Ouais. monstre et la figure du queer correspondent à ce mouvement du monde globalement. Sébastien Thème. Lily racontait que vos livres, Paul Preciado, l'ont réconcilié avec la philosophie, puisqu'avec vous, la philosophie devient peut-être une matière d'un nouveau genre. Votre philosophie, c'est une philosophie appliquée, et si elle est appliquée à quoi? À votre vie ou à la vie? Bah, ma philosophie, c'est-à-dire que j'étais formé en tant que philosophe, c'est vrai, et je pense en fait que ce qui était intéressant à un moment donné, c'est qu'il y avait plus, je ne trouvais pas des grammaires, des notions, des récits, et donc des philosophies, pour décrire la vie que j'étais en train de vivre et que nous étions dans les mouvements collectifs queer, trans, féministes, non-binaires. Comme une sorte de point aveugle, en fait. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y avait tout un espace de vie, une production, une énorme production de corps, de subjectivités, des savoirs et des connaissances qui n'étaient absolument pas décrites en fait par la philosophie. Donc à un moment donné, effectivement, ma tâche de philosophe a consisté justement à essayer d'inventer une grammaire, un langage pour décrire la vie que nous sommes en train de vivre. Donc c'est vrai que parfois, en fait, les gens me disent mais tu écris sur le futur. Et moi je dis, enfin, en réalité, j'écris sur la vie qui est là devant moi, autour de moi. Mais évidemment, pour certaines personnes, en fait, ça paraît comme un espace non cartographié où effectivement totalement en décalage avec les catégories de la taxonomie de la modernité coloniale et raciale qui continue à être très très binaire. Donc je propose effectivement cette transition à une épistémologie non binaire.
Voilà, et c'est vrai qu'à propos de philosophie appliquée à la vie, ce Dysphoria Mundi que vous publiez aujourd'hui chez Grasset, Paul B. Preciado, commence par un jeu. Il fallait que je me déclare fou, atteint d'une folie bien particulière qu'ils ont appelée dysphorie. Je vais déclarer que mon esprit était en guerre avec mon corps, que l'esprit était masculin et le corps était féminin. À vrai dire, je ne ressentais aucune distance entre ce qu'ils appelaient l'esprit et ce qu'ils identifiaient comme corps. Je voulais changer, c'est tout. Vous repartez de vous et vous développez aussi une pensée à travers ce que vous avez vécu et ce que vous percevez aujourd'hui de cet état du monde. On a parlé de ce mot queer avec vous, Michel Agier. On peut peut-être revenir sur ce cheminement de pensée aussi qui est le vôtre. Michel Agier, à partir de quoi vous travaillez? À partir de quoi vous avez écrit cet ouvrage, La peur des autres? Bah, je dirais que principalement, à partir des frontières. Mon expérience, d'anthropologue consiste à observer des espaces de frontières Mais à partir de ou nos des propres situations. préjugés aussi peut-être, hein, Michel Agier. Absolument, mais c'est justement dans l'épreuve de la frontière, dans l'épreuve de la rencontre. C'est-à-dire la frontière, c'est une épreuve de la rencontre. C'est-à-dire ou bien on l'accepte ou on la refuse. Et donc, si on la refuse, eh bien, on met en œuvre un certain nombre de préjugés à propos de personnes, de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, le monde aujourd'hui est plein de ces préjugés qui sont construits. Et c'est tout ça qui fonde un petit peu le spectre de l'indésirable. Je parle du spectre de l'indésirable, puisque précisément, quand on dit que ce sont des vies qui ne comptent pas, par exemple, des vies qu'on peut laisser à mourir, eh bien, c'est à partir d'un certain point de vue, d'un centre, d'un regard qui est plein de préjugés sur le reste du monde, sur le reste des autres, justement. Et ces autres-là, eux, sont bien différents. On l'a vu, vous savez, il y a juste un an, et on est revenu là-dessus récemment, ce naufrage des 27 personnes dans la Manche. Est-ce qu'ils étaient inconnus? Est-ce que c'était des migrants dont on n'avait rien à dire? Et puis on s'est aperçu, parce que le travail des associations et de certains journalistes l'ont permis, que c'était des gens qui avaient une vie magnifique, qui avaient des projets, qui avaient du désir précisément, qui venaient de se marier, qui allaient se retrouver en Angleterre, des gens qui étaient aimés d'un côté et de l'autre de leur voyage, des gens qui étaient pleins de projets, pleins de vie, pleins de mobilité et pleins de désirs. Et cela, vu de cette centralité dans laquelle le territoire national et le territoire, le territoire fermé national nous inscrit, nous laisse penser que ce sont des gens qui sont indésirables, ce sont des gens qui nous amèneront les pires choses. Michel Agier, on l'a vu Bien à encore. l'époque. Michel Agier, on l'a vu encore aujourd'hui, hein, avec ces trois jeunes hommes qui ont voyagé sur le gouvernail d'un pétrolier en provenance du Nigeria jusqu'aux îles Canaries, un autre drame de l'immigration clandestine. Et ce qui est intéressant, j'essaie de comprendre pour qui vous écrivez, vous, Michel Agier. J'écris pour tout le monde, c'est-à-dire je voudrais précisément faire entendre que ce livre n'est pas un livre sur les migrants, c'est un livre sur la relation et sur le monde qui vient devant nous et dans lequel il faut réinscrire la relation. Le débouché de cette réflexion, c'est une réflexion sur la relation avec l'autre, sur les manières de repenser et de relancer, oui, la vie commune, la vie en commun, et donc les différentes formes, prendre conscience que nous avons dans toutes nos sociétés, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, tous les moyens d'une vie commune, d'une vie en commun, qui nous permettront d'arrêter avec ce dérèglement anthropologique dans lequel on est aujourd'hui et où de plus en plus, une part de plus en plus importante des autres nous sont, je le mets ce nous entre guillemets, indésirables. Et vous, Paul P. Preciado, parce que ce cheminement de pensée qui est le vôtre, il n'est pas toujours facile d'y entrer. C'est encore ce que disait notre auditrice, lectrice Lily à l'instant. Vulgariser, oui, mais peut-être pas outre mesure. On sait que la pensée est complexe. On la travaille suffisamment comme matière ici à France Culture. Mais pour qui écrivez-vous? Qui cherchez-vous à convaincre? Bah, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai écrit depuis la position en fait des minorités sexuelles et des genres, et j'écris aussi pour les minorités sexuelles et des genres. On va dire, j'écris du point de vue de ceux qui luttent pour ceux qui luttent.
les deux. Mais ça c'était avant, je dirais, parce que là j'ai 50 ans et tout d'un coup, en fait, précisément avec la crise du Covid aussi, à un moment donné, et avec quelque chose que je partage, je dirais, avec Michel, cet constat des rétrécissements des frontières, c'est-à-dire cette multiplication de la frontière, de la logique de la frontière, je dirais, comme logique d'identité et comme effet de la violence nécropolitique, comme effet d'un système de gouvernement des vivants. Donc je pense qu'il y a eu un rétrécissement et le fait qu'en fait avant il y avait un certain nombre de techniques de la violence qui affectaient certains corps, c'est-à-dire les corps racisés, les corps homosexuels, les corps non-binaires, les corps trans, etc. et les corps assignés femmes, etc. Et que tout d'un coup en fait les frontières se sont rétrécies et on a commencé en fait je commençais à m'apercevoir en fait que l'objet de cette violence était en train de devenir tout le monde. C'est-à-dire que n'importe quel corps, aujourd'hui, quel corps vivant est objet d'une énorme violence nécropolitique. Et donc, dans ce sens-là, c'est un peu comme une couillarisation du monde, si vous voulez, en fait. C'est-à-dire qu'un devenir trans du monde. Je me suis rendu compte, en fait, que d'abord, évidemment, ça faisait longtemps, je suis d'accord avec Michel, que j'avais compris que la logique de la frontière affectait d'une manière assez similaire, malgré les différences, par exemple, à l'étranger et à la personne trans, parce qu'on était tous les deux au-delà, en fait, du binarisme, soit État-nation, soit racial, soit du genre. Mais, en fait, avec la crise du Covid, vous vous souvenez, en fait, vous êtes restés tous, on est tous restés, en fait, enfermés chez nous. C'est à peu près comme si la frontière est venue vraiment très, très, très près de nos corps. Jusque et donc, dans l'intime. Exactement. La peau est devenue la frontière, même au-delà, puisqu'on ne pouvait pas toucher. Donc, la frontière est rentrée à l'intérieur de nos corps. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte, en fait, que tout le monde était en train de devenir objet de cette violence nécropolitique. Et c'est pour ça que dans ce livre-là, dans Dysphoria Mundi, c'est ça la Dysphoria Mundi, hein, c'est la dysphorie, ne pas exactement seulement la mienne, mais la dysphorie du monde. Et que dans ce livre-là, je propose, en fait, quelque part, c'est un peu comme si je me disais, je vais offrir, en fait, les instruments théoriques et politiques des minorités sexuelles, raciales, de genre, etc., en fait, aux gens qui avant étaient considérés comme normaux. Voilà, ce sont deux livres du moment que vous signez l'un et l'autre, Michel Agier et Paul B. Preciado. Michel Agier, vous racontez ce climat anxiogène dans lequel la pandémie de Covid-19 nous a plongés. Et vous ouvrez votre court essai sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine menée par la Russie. De votre côté, vous l'évoquiez, Paul Preciado, le temps est hors de ses gonds. C'est un livre d'époque aussi, comme un livre manifeste dont vous nous parlez, Sébastien Thème, avec nos auditeurs-lecteurs. Tout à fait, oui. Une lectrice, Juliette, elle tient à la librairie un livre et une tasse de thé dans le 10e arrondissement à Paris, avec sa comparse Annabelle, et elle nous parle de Dysphoria Mundi, un livre fait de concepts, et oui, c'est ça la philosophie, des concepts. Dysphoria Mundi, c'est l'abolition de toutes les frontières, tant celles du genre et de la sexualité que celles qui concernent la société, la politique ou encore la littérature. Le philosophe continue sa réflexion sur la dissidence de genre et applique le concept de dysphorie à l'ensemble de la société. Il faut y comprendre que le système est malade et tourne à vide, que nous sommes bloqués dans des rapports dysphoriques à nous-mêmes et aux autres qui nous mènent à notre perte. Paul B. Preciado nous suggère de réagir face à cette situation en se réappropriant la folie comme une manière de repenser la binarité du monde. Le corps redevient alors un objet de transition politique, comme dans Testo Junkie. Le monde entre dans une mutation épistémologique. Tout est appelé à y être redéfini. Dysphoria Mundi est un texte aussi utopique que joyeux et complexe qui joue audacieusement avec les codes de l'essai philosophique et de l'écriture autobiographique. Pas toujours simple à suivre, mais absolument révolutionnaire. Alors Juliette le dit, oui, des concepts pas toujours faciles à saisir, mais elle déblaye bien le terrain en revenant sur ce concept de dysphorie. Elle n'était pas la seule, d'ailleurs on avait aussi une autre auditrice qui s'appelle Judith qui nous avait confié aussi un beau témoignage sur votre livre, Paul. La dysphorie, c'est une perturbation émotionnelle qui peut créer de l'inconfort, qui peut créer de l'anxiété. C'est quoi votre définition de la dysphorie ?
D'abord, je voudrais dire en fait que la dysphorie, pour moi, n'existait pas en tant que réalité psychique, hein. C'est-à-dire que c'est une notion qui a été inventée par la psychiatrie pour nommer un ensemble des conditions psychiatriques, des troubles en fait, et qu'avant, par exemple, si on pense au 19e siècle, peut-être on aurait parlé des hystéries, des mélancolies. Si on parle, C'était si des on- troubles de l'humeur, des hein. On troubles de disait l'humeur. entre tristesse, excitation, c'était des Exactement. dérèglements de l'humeur. Mais Ouais. pour moi, ce qui est intéressant, c'est penser à comment l'espace de la subjectivité, l'espace des affects, l'espace apparemment intérieur, mais aussi la relation, l'espace politique, a été cartographié, pensé par les discours médicaux et les discours psychiatriques. Et l'importance que petit à petit, la notion de dysphorie a pris dans cette cartographie psychiatrique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que comme le 19e siècle était hystérique et le 20e siècle, en fait, si on suit Deleuze et Guattari, était schizophrène, c'est-à-dire le capitalisme fordiste était schizophrène, on pourrait dire que peut-être le 21e. capitalisme cybernétique contemporain est dysphorique. Mais pour moi, l'importance, en fait, si vous voulez, ne pas du tout, en fait, je ne suis pas du tout en train de faire une espèce de psychologie de la société contemporaine, bien au contraire, en tant que philosophe, ce que je veux, c'est extraire cette notion, en fait, de dysphorie, quelque part, la voler au discours psychiatrique, parce que c'est aussi la notion qui a été utilisée pour penser ma propre subjectivité, et c'est un lieu très intéressant, parce qu'en même temps, vous êtes considéré en tant qu'objet de la psychiatrie, en tant que dysphorique, et c'est grâce à cette notion de dysphorie, par exemple, en fait, que je peux avoir mon passeport, aujourd'hui il y aura un changement de sexe ou de genre, mon passeport masculin, etc. Mais en même temps, c'est une notion qui vous désinstitue en tant que sujet des paroles, en tant que sujet des pensées et des actions politiques. Donc c'est ces lieux-là, qui apparemment est un lieu aussi des monstruosités, aussi des non-pensées, des non-connaissances, c'est ces lieux-là que je voulais prendre en fait pour penser. En tant que lieu philosophique, et aussi pour vous dire en fait que vous êtes aussi dysphorique en fait. Et donc il m'intéressait dans cette notion de dysphorie aussi la douleur, quelque chose en fait qui revient avec les livres de Michel aussi, c'est-à-dire la peur, la douleur, c'est-à-dire les lieux à partir duquel il va falloir faire la révolution. C'est pas un lieu patriotique, c'est pas un lieu simplement en fait des révoltes viriles, c'est pas un lieu en fait de militantisme vertical, mais c'est les lieux de la douleur. C'est là, en fait, c'est à partir de la douleur, c'est à partir du constat de ces faits, de la violence, de la modernité coloniale et patriarcale qu'il va falloir faire la révolution. Donc ça va être une révolution, en fait, par la douceur. Ça va être une mutation, en fait, de la relation, des soins, d'une mutation aussi poétique. Mais cette douleur, il faut que tout le monde comprenne qu'elle est commune, qu'elle nous est commune à tous, si on veut arriver vers cette douceur. Ouais. Comment on fait pour y arriver? Elle est commune comprenne. elle est commune à tous, mais on n'est tous pas égaux face à cette douleur, hein. C'est-à-dire que, par contre, en tant que corps vivant, et c'est pour ça que les corps me semblent très importants, et c'est pour ça que j'appelle à cette espèce de transversale révolutionnaire, c'est-à-dire qu'au lieu de en fait, être enfermé dans les identités fragmentées par la modernité patriarco-coloniale, c'est-à-dire en fait les femmes avec les femmes, les homosexuels, la lutte raciale, etc. En fait, j'appelle à une transversale révolutionnaire qui serait en fait un peu comme dysphorique du monde, réveillez-vous, en fait, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même une réponse politique, hein. Pardon, Non. Sébastien. Non, je voulais voir avec Michel Agier, parce que vous dites finalement, comme Paul Preciado, que la réponse, elle est essentiellement politique, que la voie, elle est anthropologique. Elle consiste à enquêter sur les peurs et les imaginaires qui font des autres des indésirables. Écrivez-vous, Michel Agier, cette indésirabilité, cette haine qui gagne du terrain aujourd'hui, elle nous empêche la possibilité même d'une vie commune, hein, pour vous. C'est ça, si vous voulez, pour reprendre, continuer la conversation, la dysphorie, on peut dire aussi, pour le dire un peu dans mes mots, ce serait le malaise et les troubles de la frontière. Et à ces troubles-là, à ces malaises-là ou à ces douleurs-là, on peut avoir deux réponses. L'une, on l'a vu arriver avec la pandémie en très grand, c'est l'angoisse de l'immunité. Et l'angoisse de l'immunité du corps, bien sûr, qui se referme sur lui, qui ne touche pas d'autres corps, mais aussi, bien sûr, et pas seulement métaphoriquement, l'immunité de l'identité qu'il faudrait protéger, de la nation, qu'il faudrait considérer comme un corps,
le corps national, qu'il faudrait aussi protéger. Et donc, il y a cette angoisse de la sécurité sous sa forme la plus essentialisée, si on veut, immunitaire. Et puis l'autre réponse, ce que j'appelle effectivement, c'est le courage de la relation. C'est-à-dire à ce malaise-là, à cette difficulté-là, dans un climat général anxiogène, dans un climat général d'hostilité, eh bien, il faut avoir du courage. Et je pense que tous les gens qui font ces démarches, qui vont vers une frontière, qui vont réfléchir ou agir vers la frontière du genre, vers la frontière, ceux qui sont dans la transformation des frontières sociales, évidemment des frontières raciales et des frontières nationales, eh bien, toutes ces personnes-là qui sont engagées dans ces mouvements-là, elles doivent avant tout avoir du courage, avoir un énorme courage pour faire ce geste-là qui, dans le cas des migrants, eh bien, c'est le geste de l'hospitalité. Dans le cas des étrangers, eh bien, c'est le geste de la relation, de la parole qui commande, de l'échange. Et on voit très bien que les sociétés s'élargissent, se transforment et s'élargissent considérablement avec tous ces mélanges, avec toutes ces mobilités qui enrichissent sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan existentiel, qui enrichissent notre monde, quoi. D'une certaine façon, il faut laisser le monde s'élargir, s'agrandir. Voilà, le monde est le même qu'avant, écrivez-vous, et pourtant tout autre, insidieusement, il change. Ce que dit à sa manière Paul Preciado, ce temps qui tourbillonne, tous ces signifiants sociaux et politiques qui sont en train de s'inverser, ou en tout cas d'être rediscutés, intérieur, extérieur, plein, vide, sain, toxique, masculin, féminin, blanc, noir, humain, animal, national, étranger, culture, nature, public, privé. La liste est encore plus longue. Sous votre plume, Paul Preciado, on voit qu'on est dans un moment de transition, comme vous le dites. Sébastien Thème. Et quelle solution alors? Vous nommez tous nos points d'achoppement, tout ce qui est problématique, les GAFA, l'industrie, la santé, l'écologie. Mais comment on sort de ce régime capitaliste, pétro-sexo-racial, comme vous l'écrivez dans votre livre? De toute façon, nous sommes en train de muter. C'est-à-dire, déjà, en fait, je pense que c'est très important de regarder ce qui nous arrive différemment. Parce que, par exemple, à chaque fois, vous dites en fait que ce que je fais est très difficile. Enfin, évidemment, peut-être c'est difficile, je ne sais pas, parce qu'évidemment, c'est les langages de la philosophie. Ce que vous écrivez, pas ce que vous faites, ce que vous écrivez. Oui, ce que j'écris. Ouais, mais je me dis aussi que le problème, c'est que les langages que nous utilisons, en fait, est très normalisé. C'est-à-dire que nous sommes entourés par un matraquage linguistique, en fait, donc des concepts. C'est vraiment par une philosophie qui nous entoure. Vous le dites, une langue de la violence. Absolument. Une langue du stigmate. Absolument. Qui pour moi est une langue de la violence. Et qui est vraiment, qu'on a entendu tout à l'heure, hein, il y a 5 minutes ici, 10 minutes ici, j'étais à côté de quelqu'un qui pratiquait justement cette langage de la violence. Avec un élu du Rassemblement national que vous désigniez, qui était l'invité du journal de Thomas Cluzet. Exactement. Et ça pourrait se dire pour beaucoup des positions politiques différentes aussi. Hein. Donc je pense que ce langage de la violence, donc ce langage nécropolitique qui nous entoure, est tellement a saturé tellement l'espace de la subjectivité, de la pensée, du désir. C'est pour ça aussi que l'œuvre de Michel m'intéresse énormément aussi, parce que lui, il parle des indésirables, du désir. Que le fait est qu'aujourd'hui, que nous pouvons plus désirer autrement. Donc je pense qu'il faut commencer effectivement par s'extraire, extraire notre désir de cette capture que j'appelle pétrosexo-raciale, c'est-à-dire d'un régime de production et de reproduction de la vie qui est dominé par les énergies fossiles et par un régime de reproduction sexualisé, binarisé en termes de genre et dominé par une taxonomie raciale. Donc ça, j'appelle tout d'abord, si vous voulez, en fait, par exemple, à un exercice presque quotidien de désidentification, non pas des productions d'identité, puisque nous sommes effectivement, en fait, avec cette logique de la frontière, en fait, appelés à nous réidentifier à chaque fois, en fait, c'est-à-dire vous êtes appelé en tant que citoyen, en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant que personne blanche, en tant que, etc., femme, et j'appelle au contraire, en fait, à un exercice de critique des désidentifications, en fait, des décalages par rapport... La dissidence, c'est sortir de... la dissidence. Identité, Est-ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que quelque part, peut-être la révolution est plus facile
qui supportait la violence du régime pétrosexo-racial. Et pour certains d'entre nous, en fait, tout à l'heure, Michel appelait en fait au courage et disait il faut avoir du courage, mais certains d'entre nous, nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire, c'est pas une question de courage, c'est une question de survie. C'est-à-dire que nous sommes comme nous sommes et que je suis pas, je suis un réaliste utopique, puisque en fait, voilà, il y a des corps, il y a une multiplicité des corps vivants, et donc je pense que la plupart des corps vivants aujourd'hui, en fait, sont par leur propre vie dans une forme de dissidence. Mais je dirais, dans cette dissidence, c'est plus facile en fait faire la révolution, essayer de faire la révolution, qu'essayer à tout prix de vivre selon les normes du régime pétrosexo-racial. Le philosophe espagnol Paul Preciado et l'anthropologue Michel Agier sont nos invités aujourd'hui avec Sébastien Thème. France Culture, il est 13h20. Régulièrement dans Bienvenue au Book Club, nous demandons, Sébastien Thème, à des invités, des lecteurs passionnés d'ouvrir pour nous leur bibliothèque. Et aujourd'hui aujourd'hui, c'est la metteuse en scène Fia Ménard qui est en tournée actuellement dans toute la France avec un opéra, Les Enfants Terribles, adapté du texte de Jean Cocteau sur une musique de Philippe Glass. Elle nous ouvre les portes d'une bibliothèque idéale, mais la vôtre, Paul Preciado. Écoutez. Bonjour Paul, c'est Fia. J'ai sorti 3 livres de ma bibliothèque. Le premier, je suis sûr qu'il est dans ta poche chaque jour. C'est Orlando de Virginia Woolf. Un deuxième de Valérie Solanas, Dans ton cul, sur cette traduction de Wendy Delorme. Et puis le dernier qui me fait rire, qui est donc L'art de la vulve, une obscénité de Rokude Nashiko. 3 livres dont je me dis que nous pouvons en dialoguer et disserter pendant des heures. Je t'embrasse. Alors, Paul Preciado, parlez-nous de ces 3 livres. D'ailleurs, il y a plein d'autres recommandations livresques dans votre livre Dysphoria Mundi aussi. Mais... Oui, c'est vrai que Dysphoria Mundi, c'est peut-être aussi une bibliothèque en fait ouverte, hein, parce qu'il y a beaucoup des livres en fait et beaucoup d'auteurs et des voix. C'est un peu comme un parlement en fait des voix que je mets en dialogue. Et ouais, et peut-être il y a très peu de choses au monde qui me passionnent autant que les bibliothèques, et rentrer dans les bibliothèques des autres et partager la bibliothèque de quelqu'un. Déjà, merci à Fia, parce que bon, j'adore Fia, j'adore son travail et c'est vraiment très généreux. Bon, c'est sûr que Orlando, c'est devenu très important pour moi, parce que là, je viens de finir donc une adaptation cinématographique de l'Orlando de Virginia Woolf. Donc, c'est une adaptation documentaire. Qui avait eu un film avec Tilda Swinton, il me semble. Ouais, il y a très longtemps, mais ouais, tout à fait, qui était un vrai film, on va dire, parce que le mien, c'est pas exactement un vrai film, c'est un film assez punk, assez... Si on peut rappeler l'histoire d'Orlando, c'est un personnage qui est un homme et une femme, ou un homme, puis une femme, puis un homme, puis une femme. Non, pas du tout. Il reste femme, en fait. Hein. Ah, il reste femme. Ouais, tout à fait. Non, et ce qui est intéressant, c'est que Virginia Woolf, en 1927-28, va écrire presque le premier grand livre de la littérature occidentale sur, en principe, un changement de sexe. À l'époque, on disait du sexe, puisqu'il n'y a pas la notion du genre en 1928. Et donc, c'est un personnage qui est né autour de 1500 et qui, en fait, traverse les époques, traverse les siècles, un personnage un peu vampire, et qui en fait à un moment donné va avoir une mutation, en fait, et il va se réveiller dans les corps d'une femme, donc il va devenir femme, et à la fin du livre, le livre finit en 1928 comme la date d'écriture du livre, et à la fin du livre, en fait, Orlando a une trentaine d'années, est encore une femme. Et donc c'est vrai que cette idée pour moi est venue en fait à un moment donné, un producteur d'Arte en fait m'avait demandé, voulait faire un biopic, enfin un documentaire autour de ma vie, et je me suis dit que c'était ridicule. Déjà, je ne me sentais pas du tout capable de faire ça. Et par ailleurs, en fait, je dis presque en rigolant, en fait, bon voilà, peut-être si quelqu'un veut faire ma vie, l'idéal, ce serait vraiment adapter Orlando de Virginia Woolf. Et voilà, c'est ce qu'à un moment donné, je me suis mis à le faire. Et
et c'est ce qu'ils sont en train de finir ce film. Michel Agier, dans votre Peur des autres, publié dans la bibliothèque Rivage, qui publie d'ailleurs aussi Giorgio Agamben, Emmanuel Coccia et beaucoup d'autres penseurs qui ont pu l'un et l'autre vous influencer, ou écrivains comme Claudio Magris et tant d'autres. Vous citez Alain Brossat, Zygmunt Bauman, Hannah Arendt. Si vous deviez nous recommander un livre, ce livre qui a été peut-être votre livre de chevet que vous avez pioché dans votre bibliothèque pour penser cet essai et cette notion d'indésirable. Moi, je dirais déjà, il y a un hommage à Zygmunt Bauman avec tous ses travaux. Il a commencé, il y a déjà de nombreuses années, à évoquer ces sociétés liquides, ces sociétés qui se déstructurent et dans lesquelles l'incertitude et la peur se développent. Il y a aussi évidemment le visionnaire et ami Paul Virilio. Sur l'accélération et la vitesse. Qui a produit effectivement sur ce monde globalitaire, comme il l'appelait, toute une vision qui aujourd'hui, avec aussi l'épisode de la pandémie, a semblé se développer. Voilà, on en restera à ces deux recommandations de lecture, Zygmunt Bauman et les sociétés liquides, et Paul Virilio et la vitesse. Merci beaucoup à vous, Michel Agier. Merci, Paul Preciado. Merci à tous les deux d'être venus à l'occasion de la parution de Dysphoria Mundi chez Grasset et de La peur des autres dans la bibliothèque Rivage. On reste ensemble, France Culture, il est 13h25. Et on rejoint Charles Dantzig pour le 3e volet de son quadritème, aujourd'hui les prostituées en littérature. Après avoir été personnages de romans, les prostituées sont devenues autrices. Cela s'est produit dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est bien sûr grâce à l'heureux secouage des coutumes morales dans les années 1960 et 70. Griselidis Réal est l'une des plus connues et des plus talentueuses. 2 livres d'elle sont à retenir, Le carnet de bal d'une courtisane et Le noir est une couleur. Dans le premier, petit ouvrage d'une centaine de pages de petit format, elle a consigné les habitudes sexuelles de 242 clients par ordre alphabétique. Aucune morale, c'est un pense-bête de mécanique sexuelle. Elle note que celui-ci est sympathique, celui-là intelligent et les goûts de chacun. C'est d'une crudité qui n'est pas vulgaire. La crudité ne l'est sans doute jamais, dans la mesure où elle est dépourvue d'arrière-pensée. Et voici donc que j'ai découvert avec stupéfaction que pas moins d'1/5 de ces hétérosexuels aiment être sodomisés. Si on ajoute, en reprenant l'expression de Griselidis Réal, un doigt dans le cul, c'est presque tous. Le contraire est si bien l'exception qu'elle note « baise normalement » et en soulignant « ne pas enculer ». Ce qui pourrait être un catalogue monotone est allégé par le sens du comique de Griselidis Réal. Elle écrit, à propos d'un de ces hommes, cette remarque « prostate très vive et sociable ». Un livre plus sérieux et même excellent est « Le noir est une couleur ». Dans ce récit paru en 1974, Griselidis Réal raconte, d'une manière lyrique et rageuse, une histoire extrêmement contemporaine, dans le sens où elle se meut de manière fluide dans le racial et le psychiatrique. L'un et l'autre sont réunis dans la personne de son amoureux, un Américain noir interné dans un asile. Elle le qualifie de fou, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une aventure passionnée avec lui. Elle le fait sortir de l'asile et les voici en cavale, tous deux et la fille de Griselidis Réal qu'elle a kidnappée, selon son mot, à sa grand-mère. Pour payer leur nourriture, elle se prostitue, prenant souvent des risques. Pourtant, elle se sent intacte. Au profond de moi, je suis vierge. Je glisse comme une bulle fermée à l'intérieur de vos songes, échappant à vos gestes, à vos langues, à vos griffes. On voit qu'elle écrit très bien. Elle est moins bienveillante que dans son carnet de bal. À propos d'un client qui la fouette, elle dit, avec une intelligence sans pitié, « Ce qu'il fouette, c'est son désir, sa pauvre verge molle érigée en totem. » Elle ne va pas jusqu'à théoriser son métier. Il est là, elle s'en arrange. Il émane de ce livre une poésie violente, amère, batailleuse. Un éloge du noir et de la nuit, la chère nuit, la nuit débarrassée des importants du jour, la nuit où l'on se concentre, la nuit couleur de l'encre qui est le jaillissement de la cartouche d'encre imprimant les pages. Oui, il y a dans l'écriture quelque chose de sexuel.
Merci beaucoup, Charles Tanzig. À demain pour le 4e et dernier volet de votre 4e thème. Vous pouvez vous saisir surtout des livres de nos invités et continuer à nous donner vos avis de lecture, vos recommandations, vos points de vue. Book Club Culture. Alexandra Laibegovic et Sébastien Thème attendent vos messages. Merci beaucoup aussi à Zora Vigné, à Bruno Barada et Oriane de la Croix qui ont pensé cette émission, qui l'ont programmée pour vous, à Didier Pinault qui l'a préparée. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau avec Florent Bujon. Et demain, peut-être dans le Book Club en un mot. Demain, retour sur l'œuvre de l'écrivain Salman Rushdie, l'auteur des Versets sataniques, a écrit tout un tas d'autres textes, des essais publiés ces jours-ci chez Actes Sud, mais également des nouvelles, des romans et même son autobiographie, Joseph Anton, en 2012. Dites-nous si vous êtes des lecteurs ou des lectrices de Salman Rushdie. De quel Salman Rushdie? Merci.